Alors qu'y a-t-il de commun entre ces deux héros, d'après vous? La moustache. Il y en a un qui n'a pas de chien. Il y en a un qui n'a pas de chien. La moustache, c'est une bonne piste, là. Non, les agilistes vétérans. Bon, alors on va pas perdre de temps. Il s'allie de notre super-héros moustachu, Alexandre Boutin, donc, qui nous fait le plaisir d'assurer la keynote d'aujourd'hui. Alors, Alexandre Boutin, c'est un nom bien connu des agilistes. Donc, il est fondateur de la société Agile2You, il est formateur, il est coach, bien sûr, et puis il est connu surtout parce que, enfin, surtout, entre autres, parce qu'il invente des jeux. Et puis c'est surtout un incontournable de tous les événements agiles nationaux. C'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure. Moi, je voulais dire un habitué, mais on m'a dit ouais, c'est même un incontournable. Voilà. Donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, j'ai été fureté un petit peu sur Internet pour présenter Alex hier. Et alors j'avais rencontré déjà sur les événements agiles, on avait un peu parlé, donc je savais qu'il avait occupé un poste important chez Yahoo. Mais là, depuis que j'ai vu sa bio complète, eh bien je ne sais pas si je vais pouvoir continuer à le tutoyer. J'ai été obligé de lui dire de lui donner du monsieur. Et donc je vous demande d'accueillir monsieur Alexandre Boutin. Bon après tout ça, j'ai intérêt à être bon. Hein. Ça rigole pas. Hein. Alors, si je vous dis, plus j'avance en âge, et plus je suis convaincu qu'il ne faut que s'amuser. C'est pas moi, c'est Voltaire. Ouais, ça rigole pas hein, quand même. Hein. Voltaire se permet des petites phrases comme ça, parce qu'il a compris la puissance du jeu. Moi j'aimerais bien savoir aujourd'hui dans cette salle, pouvez-vous lever la main ceux qui aiment s'amuser? Gardez la main levée pour l'instant. Gardez la main levée si vous jouez dans votre contexte professionnel ou étudiant, pour apprendre. Merci. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui cloche, si je puis dire, puisque vous aimez vous amuser? Et en fait, c'est dommage parce que ce n'est pas un levier qu'on utilise dans son contexte professionnel ou étudiant. Très peu, en fait. Pas suffisamment. Donc aujourd'hui, on va vous parler des jeux. Je vais vous parler des jeux pour apprendre. Et je vous propose de faire ça sous forme d'un jeu. Hein, d'accord? Donc ça va ressembler un peu à un jeu de loi, parce que de toute façon, je ne sais pas faire autre chose que ça, moi, les jeux. Voilà. Alors, deux, trois petites choses. Je mets toujours ce slide avec grand plaisir. Parce qu'effectivement, je suis aussi dans une équipe d'organisation d'une conférence à Grenoble. Et sans les sponsors, ça serait absolument impossible. Donc, je n'hésite pas à les remercier. Chaque fois que je passe dans une ville où il y a une conférence agile, je remercie les sponsors parce que c'est vraiment important. Voilà, un petit mot sur moi. Effectivement, j'ai une petite bio, mais je fais beaucoup autour des jeux. Allez, on va attaquer tout de suite. Alors, dans un jeu, il y a les règles du jeu. C'est important, les règles du jeu. Pourquoi? Parce que on va se trouver dans un cadre différent, mais dans un cadre protégé. Les règles vous protègent, en fait. Hein. Parfois, on peut comparer ça avec les cérémonies Scrum. Hein, les différentes réunions de la méthode, etc. Ça donne un cadre et ça donne une forme de protection. On est à l'intérieur du jeu, on est protégé. Et on est dans un espace de liberté puisqu'on est dans le jeu. D'accord? Donc forcément, on va pouvoir s'exprimer d'une façon ou d'une autre, etc. Mais c'est assez intéressant. Donc voilà, donc les règles du jeu, c'est fondamental, on ne peut pas s'en passer. Ça, c'est clair. Ça institue un espace de liberté. Les jeux, très souvent, on rajoute quelque chose pour que les gens se sentent encore plus à l'aise, encore mieux dans le jeu. On va leur donner un avatar. Alors, d'habitude, je fais choisir, mais là, c'est foutu, parce qu'avec Michel qui a mis les photos d'avant, voilà, normalement, je demande à la salle quel avatar voulez-vous choisir. Et tout à fait par hasard, les gens choisissent Mario, ça m'arrange parce que c'est ça qui est animé. Hein, parce que voilà. Donc on va partir avec Mario, hein, nous sommes bien d'accord, merci d'avoir choisi Mario, ça m'arrange. Mario, on va voir un petit peu, il va essayer de parcourir ce jeu de loi et puis on va voir ce que ça donne. Donc vous voyez, je lance les dés, c'est tout à fait aléatoire, bien entendu. Hein, donc voilà. C'est des dés, c'est un jeu, non? Ok. Oh, 8. Donc 8, vas-y Mario, bouge. Eh, il bouge, hein.
Non, c'est quand même vachement bien foutu, non, quand même. Bon, enfin, bon, bref. Là, il regarde Mario qui bouge, il m'écoute plus, mais c'est pas grave. Allez, bref. Mario, apprendre. C'était quand même un petit peu le thème, effectivement, de cette session. Apprendre par les jeux. L'apprentissage. Si je vous montre cette photo, il y a plein de choses dans cette photo. La petite fille, elle est en train d'apprendre des choses. Elle est en train d'apprendre la douceur du sable. Elle est en train d'apprendre qu'en tassant le sable, on peut faire des pâtés. Elle est en train d'apprendre plein de choses. Elle joue, hein. Pour elle, elle n'a pas l'impression d'apprendre. Elle joue. Et elle a même quelqu'un, son père, on va dire, qui lui montre des choses. Et puis ça se passe bien. On est dans le jeu. Il y a un levier d'apprentissage qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage cognitif. L'apprentissage cognitif, c'est apprendre en faisant. D'accord ? C'est bien de voir des slides, c'est bien de voir des choses, mais il y a un moment, il faut se mettre à la pratique. Voilà. Et donc, on va aller sur ce domaine-là avec les jeux, hein, bien entendu, puisqu'on va faire pratiquer. Ah, il me manque la fin, dis donc, à chaque fois de mettre slide. Ah ben non, bon, vous n'aurez pas la fin. Il manque une petite ligne, mais c'est pas grave. Je vous la dirai. Donc, on a effectivement une participation active hein, quand on est dans le jeu, hein, puisque on va pratiquer, etc. On va lancer des dés éventuellement, on va déplacer les personnages, on va bouger dans la pièce, enfin il va se passer différentes choses. Et donc on va avoir une implication, voire même un engagement des participants plus fort. D'accord ? Le jeu est quand même très très intéressant sur cet aspect-là. Donc voilà, apprendre en faisant, apprentissage cognitif. Moi j'aime bien rapprocher ça de tout ce qu'on appelle l'empirisme dans les méthodes agiles, qui sont à apprendre en faisant. C'est un peu la même chose à apprendre, enfin, mieux comprendre ce que le client, ce que l'utilisateur attend en faisant, en lui montrant des choses. C'est un petit peu la même logique tout ça. Donc dans les jeux, on a vraiment cet aspect apprentissage cognitif. Mais qu'est-ce qu'il a fait là, Alex? Qu'est-ce qu'il emmène? Et là, je vois tous vos cerveaux qui bossent. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est que ça? D'où il l'a pris celle-là? Eh bien dans le jeu, il y a le même aspect. Il y a un aspect surprise. Il faut un tout petit peu déstabiliser les joueurs. On va les mettre dans un nouveau jeu, ils ne connaissent pas tout, ils découvrent, etc. Et comme c'est un jeu, bah, ils ne savent pas trop à quoi s'attendre. Et donc il y a cet effet surprise qui est très très intéressant, il ne faut pas l'oublier. Et dans cet effet surprise, les gens vont un petit peu lâcher prise. Lâcher prise par rapport à leur quotidien. Ça peut casser les codes. Des codes, quand vous faites jouer par exemple des managers et des managers, eh ben, le jeu permet d'avoir des choses assez intéressantes, de montrer des choses assez intéressantes. Pourquoi? Parce qu'il y a cette surprise, tout en étant dans des règles, dans un cadre, on est protégé, mais on peut casser les codes, on fait lâcher prise. Et s'il y a de la surprise, ça va générer de la réflexion. Les êtres humains comme nous, comme vous, comme nous tous, on fait marcher le cerveau dès qu'on a un truc qui n'est pas logique. Enfin, pour la plupart d'entre nous. Donc, l'idée de cette surprise, c'est ça. C'est se mettre dans un mode où, allez, on va agiter le cerveau. Si le cerveau commence à s'agiter, ben, l'apprentissage, il va rentrer plus facilement. D'accord. Donc, l'aspect surprise est important dans le jeu. Les choses aussi importantes, ceci. Si je vous dis, j'apprends plus sur quelqu'un en 1 heure de jeu qu'en 1 an de discussion. Ne me dis pas Voltaire, c'était l'autre. Hein. Là, c'est Platon. Vous voyez, je suis dans le truc super sérieux, hein, ça rigole plus. Hein. Et voilà, et ben ça va être la même technique dans le jeu, on va voir les gens se révéler. Donc c'est très très intéressant, ces leviers. Donc par rapport au fonctionnement d'une équipe, si vous voulez savoir s'il y a du leadership que vous n'utilisez pas forcément, ou savoir un petit peu comment les gens se positionnent, n'hésitez pas à jouer, regardez ce qui se passe, regardez la dynamique de groupe qui se crée. Est-ce qu'il y a des gens qui prennent du lead, qui ne le prennent pas, passif, actif, etc. Dans le jeu. Hein. Et on obtient énormément d'informations sur le fonctionnement du groupe. Moi aujourd'hui, je suis très content parce que on commence à me demander de faire des missions de team building par le jeu. C'est-à-dire que non seulement je m'amuse et en plus je suis payé, c'est quand même royal. Hein. Il y a des trucs assez magiques. Mais donc, le jeu est vraiment un outil très très intéressant pour avoir cette dynamique de groupe. Et puis, éducation du comportement, ça permet peut-être aussi parfois de retoucher, ou pas de retoucher, mais de faire prendre conscience à quelqu'un qu'il a peut-être une forme d'expression qui est peut-être un peu rude, ou des choses comme ça. Et quand on lui dit des choses dans un contexte de jeu, c'est toujours plus facile. Parce que je me répète, parce que c'est une zone protégée qui n'est pas la réalité. Donc on peut se dire plus de choses dans un jeu qu'on aura parfois du mal à se dire dans le bureau. Donc cette notion d'équipe.
Miam, miam. Enfin, moi j'adore ces trucs-là, c'est horrible. Donc dans tous les jeux, il faut une récompense. Donc ceux qui resteront jusqu'à la fin de ma keynote ont une chance de gagner des Toblerones. Ouais, mais c'est le but, il reste pas. Alors j'ai plus que ça. J'ai plus que ça pour faire rester les gens parce que non, c'est plus. Bah, maintenant, il y en a certains qui vont penser qu'au Toblerone, qui vont plus m'écouter. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais donnez un objectif. Donnez un objectif. Donnez un plutôt pas un objectif. Donnez une récompense. C'est important. J'en ai plusieurs. Hein. Voilà. Allez, on va s'arrêter là. Cette récompense, où est-ce que j'ai fait mon... Hop, il est là. La récompense est très importante. Franchement, moi parfois on m'appelle aussi M&M's, parce que c'est souvent des M&M's que j'ai avec moi comme récompense. C'est plus important qu'on pourrait croire. Les gens, pour avoir des M&M's, qui pourraient se payer, hein, donc c'est vraiment pas une histoire d'argent ou quoi que ce soit, hein, parce qu'ils iraient dans un supermarché, ils s'achèteraient le paquet de M&M's ou le paquet de Toblerone, je veux dire, c'est à la portée de n'importe qui. Donc c'est pas un problème d'argent, c'est vraiment, ça va aider à la motivation, à envie de, non seulement à de l'engagement, et à envie de se dépasser. L'aspect récompense, on l'a aussi, enfin c'est pas, il y a deux leviers qui peuvent obtenir ça, il y a vraiment la récompense ou juste la compétition. Si jamais vous avez l'occasion de faire un jeu dans votre entreprise, même si vous avez un tout petit nombre de joueurs, essayez de faire 2 groupes. Même si le jeu n'est pas un jeu de compétition, ils vont se tirer la bourre. Là, c'est de l'humain. Et juste ça, ça va donner une dynamique très très intéressante. Voilà, n'oubliez pas la récompense. Alors, ces bulles de savon là, c'est assez éphémère on va dire. Hein, on les souffle, c'est joli, ça s'envole et puis ça éclate. Bon, on en souffle, ça s'envole et ça éclate. Moi ce que j'ai constaté quand je donnais des formations, c'est ce que les gens apprenaient, c'était comme les bulles de savon. C'est terrible, hein. Après j'ai lu un article où les gens disent que... L'auteur de l'article, qui avait fait des études de côté un petit peu comportement, des gens disaient les gens retiennent 10 à 15% de ce que dit un formateur. Je peux vous assurer que si vous êtes formateur, vous me prenez un petit coup derrière la tête, parce que en général, vous dépensez une énergie assez importante dans la formation, et si vous dites à la fin, ils ont retenu que 10 à 15% de tout ce que j'ai dit, de tous les messages que vous avez essayé de faire passer, ça peut être démoralisant. Mais c'est le côté éphémère, en fait, voilà. Donc, le jeu, par contre, moi j'ai vu à chaque fois qu'on jouait, on avait de la persistance. J'ai fait jouer des gens dans des formations il y a 3 ans, il y a 4 ans. Ils ne se rappellent absolument pas des slides que j'ai présentés. Ils se rappellent par contre que lui, il ne savait pas faire les nœuds sur les ballons. Ça, il s'en rappelle. Et il se rappelle ce que voulait dire le fait de faire ou pas les nœuds sur le ballon. Donc le concept est rentré et ils l'ont mémorisé. Donc moi, j'aime beaucoup le jeu parce que justement, ça permet un petit peu de contrecarrer ce côté éphémère de l'apprentissage où on dit des choses et puis les gens, vite, comme on dit, ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. C'est ça, là, voilà. Donc, pareil pour les canaux de communication. Dans le jeu, on rajoute un canal supplémentaire très souvent. Si je vous parle un petit peu de PNL, programmation neurolinguistique, juste très rapide, il y a des canaux de communication. On parle de VAC, enfin c'est VACOG en fait, V-A-K-O-G, c'est visuel, auditif, kinesthésie, odorat et goût. C'est les 5 sens, d'accord ? Chacun d'entre nous a un canal de communication privilégié. Odorat et goût sont rarement utilisés. Enfin, à titre perso, chez vous, faites ce que vous voulez, mais dans l'entreprise, c'est rarement les 2 canaux qui sont fortement utilisés pour communiquer. D'accord ? Enfin, avec l'odorat, on a de l'information quand même, mais pas forcément pour communiquer. Et le goût, vous faites ce que vous voulez dans votre entreprise, c'est pas mon problème. Donc on va parler du VAC, visuel, auditif, kinesthésie. Si vous voulez communiquer efficacement avec quelqu'un, il faut utiliser son canal privilégié. Si vous ne l'utilisez pas, vous allez quand même communiquer. Hein. Vous allez quand même réussir à échanger, mais ça sera moins efficace. Le problème, quand vous voulez discuter avec quelqu'un, communiquer avec quelqu'un, vous ne connaissez pas son canal. Alors vous pouvez faire un jeu de questions, hein, vous lui posez un ensemble de questions pour savoir quel est son canal, vous lui demandez alors les dernières vacances c'était comment ? Et s'il vous dit wow, la mer était bleue, le soleil était magnifique, il n'y avait pas de nuages, machin, lui il est visuel hein, manifestement. S'il vous parle du bruit de ses pieds nus sur le sable, du ressac des vagues, etc., il est auditif quoi. Et puis s'il vous parle de la douceur des cailloux, des machins, etc., et de la température de l'eau, il est kinesthésie. Comment dirais-je ? Si c'est un de vos clients potentiels, c'est difficile de démarrer avec ça. D'accord ? Pour savoir. Donc, on peut utiliser d'autres choses, et en particulier le jeu. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est
il ajoute l'aspect kinesthésie. La plupart des jeux sont kinesthésiques. Donc, on voit kinesthésie, c'est manuel, hein, le toucher. Et donc, le visuel, l'auditif, on l'a, parce qu'on va souvent discuter, présenter des choses, etc. L'auditif, on l'a. Le visuel, on l'a souvent, parce qu'on a des choses quand même aussi à présenter. Mais en manipulant, en se déplaçant, etc., on va rajouter la partie kinesthésie. Donc, en gros, même sans savoir le canal de communication privilégié, vous allez l'activer, et donc la communication sera plus efficace. Voilà pour, voilà pour les bénéfices du jeu. Ah. Bon. Normalement, j'ai essayé d'en prendre un qui faisait peur. Ça marche? Non, d'accord. Bref, en tout cas, ça crée une émotion. Et il y a pas mal d'études également qui montrent que si on associe une émotion à l'apprentissage, et ben le savoir, ce qu'on voulait passer, est mieux ancré. Quoi de mieux que le jeu pour avoir des émotions? Voire même des frustrations. Parfois, on en discutait tout à l'heure avec Pablo. C'est même une frustration est une émotion pour moi. Et donc, même si la personne n'est peut-être pas contente de ce qui se passe parce qu'elle a perdu. Ah ouais, les gens détestent perdre, hein, même sur des jeux d'apprentissage. Hein, c'est assez terrible. Hein, ça. Mais cette création d'émotion va aider le savoir à s'ancrer effectivement dans la mémoire. Donc ça, c'est très très intéressant. Voilà. Donc l'émotion et l'ancrage. Donc on associe tout ça. On associe tout ça, effectivement. Ah, lui, il a sûrement envie de jouer, hein, c'est évident. Et donc, on a sur ces jeux, pour apprendre par le jeu, puisque donc c'était la section, on a différentes choses, du plaisir, de l'efficacité, puisqu'on a plus d'ancrage, d'accord? Donc ça, c'est quand même très intéressant. Moins d'éphémère. On apprend beaucoup de choses sur la dynamique d'équipe. Franchement, ça me paraît une bonne idée de jouer. Il y a quand même pas mal d'avantages quand on associe le jeu et l'apprentissage. Alors, c'est tout bon, Mario tout à fait par hasard, relance les dés. Moi, j'ai pas de bol, je sais pas si je vais y arriver hein, en 1 heure, hein, s'il fait des 4. Hein. Bon allez, vas-y quand même Mario. Ah, c'est pas les cartes chance, c'est la carte coaching. Assumer le terme jeu. Ah. J'ai rencontré des clients qui disent, Monsieur Boutin, chez nous on joue pas, on est sérieux. Non, mais on ne peut pas balayer cette remarque-là d'un revers de manche en disant « Mais si, vous allez voir, on va jouer quand même. » C'est important d'assumer le terme jeu. Pour moi, je l'assume complètement. Il y a quelqu'un, Lucoman, qui est le créateur des Innovation Games, dit si votre client vous pose un problème avec le terme jeu, dites que c'est un atelier participatif d'apprentissage. C'est une façon de biaiser le truc. Moi, j'assume le terme jeu. Alors, je l'assume de plein de façons. Ici, c'est un dessin de Bruegel, enfin, c'est un tableau de Bruegel. Il représente des jeux. Ça se passe au Moyen-Âge. Les gens jouent. Beaucoup de gens jouent. Il y a des jeux plutôt tout seuls, avec le cerceau. Il y a des jeux de groupe. Il y a des jeux qui n'ont pas l'air très sympas. D'accord, hein, je ne sais pas ce qu'il fait, mais voilà. Donc, depuis le Moyen-Âge, on joue. Donc, c'est ancré dans la nature humaine. D'accord? Donc c'est pas nouveau. On joue. Il faut savoir qu'il y a même un mouvement humaniste en Italie, qui était, je sais plus, 13e ou 14e siècle, un truc comme ça, qui s'appelait Serio Ludere. Serio Ludere, ça veut dire faire des choses sérieuses, mais avec un aspect ludique, avec un peu de plaisir surtout. Donc tous ces gens-là avaient déjà trouvé ça. Donc on peut assumer le terme jeu. C'est sérieux. La preuve, on en parle depuis des dizaines et des centaines et des centaines d'années, quoi. Et on joue. Donc ça peut être un argument pour essayer de dire aux gens, bon, on va jouer, mais on explique après qu'on va apprendre. C'est moi ça? Si? Non? C'est bon? Hop. Allez, donc voilà, donc ce jeu, depuis longtemps. Autre chose. Pareil, un petit peu comme tout à l'heure, cette petite fille est en train d'apprendre énormément de choses. Puisqu'elle apprend sa position de terre, le poids, ce qui se passe, etc. Quand elle prend de la vitesse, elle doit se retenir avec ses mains, etc. Manifestement, elle s'éclate. Hein. Je veux dire, elle n'a pas l'air triste. La mère aussi, d'ailleurs. C'est plutôt sympa. Et sur tous les jeux, il y a des mots qui sont assez intéressants. Il faut que j'arrête de bouger, il faut que je fasse quelque chose. Qui sont donc, là vous ne le voyez pas, c'est le docteur Swartborn,
qui est le créateur du National Institute of Play. Oui, pour dire que c'est sérieux, il y a des instituts. On va tenter le deuxième micro. Hop, allez, on va essayer ça. Voilà, il a regardé pas mal de choses, Monsieur Braun, et en particulier, il a dit il n'y a rien qui excite autant le cerveau que le jeu. On est toujours dans l'apprentissage, donc je veux dire, l'apprentissage, ça va se caler quelque part là-dedans. Donc, allons sur le cerveau. Il dit également quelque chose de très très intéressant. On a des postures de jeu. Et il y a une vidéo sur le site qui est assez sympathique, c'est des chiens de traîneau qui sont à l'arrêt, qui ont tiré le traîneau pendant un bon moment. Un ours blanc arrive. Manifestement, l'ours blanc, il est là pour dégommer un chien et le bouffer. D'accord ? Donc c'est filmé. Et le chien se met dans une posture de jeu. Il met un petit peu les pattes devant avec le nez plutôt baissé, etc., les pattes arrière un peu levées, et il saute un petit peu comme ça devant l'ours. Qu'est-ce qui se passe ? L'ours se met à jouer. L'ours et le chien jouent, et très naturellement. Et le chien n'est pas bouffé. C'est quand même plutôt sympa. Et ben moi, quand je regarde les gens, quand j'annonce qu'on va jouer, en général, il y a ce petit regard qui pétille sur la plupart des gens. Ils se mettent aussi dans une position de jeu. Voilà, parfois même quand les gens savent qu'on va jouer et que ça ne démarre pas tout de suite, ils font alors, ça arrive. Voilà, prêt à jouer. Donc ce qui veut bien dire, pareil, le jeu est dans notre nature, c'est utile, etc. Donc on peut assumer ce terme jeu, il n'y a aucun problème. On a aussi une façon d'assumer le terme jeu. Il y a ce qu'on appelle le serious game. D'accord ? Alors, les serious games, c'est une appellation vraiment à part. C'est vraiment faire de l'apprentissage basé sur de la technologie assez poussée. Ici, donc, c'est une simulation d'un urgentiste. Donc, les urgentistes peuvent apprendre leur métier en utilisant ce serious game et en regardant ce qui se passe, etc. Et en apprenant de leurs erreurs sans tuer personne. Ce qui est plutôt sympa quand même. On a ces serious games depuis longtemps. Hein. Un des plus anciens, pas le plus ancien, mais pas mal quand même ancien, c'est le wargame. Le wargame a été inventé au XVIIe siècle pour enseigner aux cadres de l'armée à faire la guerre sans tuer du monde. D'accord ? Parce que c'est plus facile de déplacer effectivement des petites pièces et des machins et de voir la stratégie que d'envoyer des milliers d'hommes se battre et puis se faire dégommer, quoi. Donc le wargame, si vous voulez, c'est un serious game. Alors c'est pas un serious game parce qu'aujourd'hui la terminologie serious game, comme je vous ai dit, c'est beaucoup de technologie. Donc le wargame n'est pas particulièrement technologique puisque c'est un jeu de plateau. Voilà. Il y a aussi des jeux, hein, je ne sais pas si vous avez joué à ça, mais où est Carmen San Diego ? C'était un jeu pour apprendre la géographie dans les écoles. Donc voilà. Donc pareil, on peut assumer ce terme jeu. D'accord ? Le serious game, ils sont là, ils font des choses. On va l'assumer encore mieux avec ce qu'on appelle la gamification, ou en français la ludification. Ça, c'est géant. Les types se sont dit, c'est en Suède, je crois, ils avaient comme ça des bacs dans lesquels les gens sont censés mettre leurs bouteilles. D'accord. Ce qui se passait, c'est grosso modo, il y avait plein de bouteilles par terre autour, parce que déjà les gens avaient fait l'effort d'aller jusqu'au bac. Quand même pas exagéré, d'accord ? Donc on les posait à côté, parce que quelqu'un allait les ramasser de toute façon. Donc ils ont pris cet exemple-là, ils se sont dit, mais ne pourrait-on pas travailler autour de cet exemple ? Ne pourrait-on pas rajouter un aspect jeu, enfin un aspect ludique, pour faire en fait un travail efficace ? Et ils sont arrivés à cette borne. Cette borne, vous arrivez, vous appuyez sur un bouton, il y a une des 6 lampes qui s'allume, et vous avez quelques secondes pour mettre une bouteille dans le bon trou. Si c'est bon, vous marquez 100 points. Il n'y a plus une seule bouteille par terre. Les gens vont en chercher ailleurs pour pouvoir jouer. Il y a la queue. Non, mais... Et pour un truc utile, puisqu'a priori, c'est justement pour éviter que les bouteilles traînent par terre, etc. Donc vous voyez, la ludification est assez intéressante. On peut, par le jeu, amener des gens à changer leur comportement. C'est quand même assez fort, je trouve. Autre ludification que j'aime beaucoup. Ah oui, ça s'appelle. Vous trouvez ça sur thefuntheory.com. Si vous avez envie de regarder les vidéos, etc., c'est éclatant. Ici, c'est une sortie de métro.
il y a un escalator, un escalier. Tout le monde prend l'escalator. Donc c'est pas terrible parce que les gens ne font pas le petit peu de mouvement physique qu'ils pourraient faire le matin en prenant les escaliers. Voilà. Allez, on va ludifier tout ça. Alors, ils gambergent, ils réfléchissent, et puis ils font un piano. Quand vous appuyez sur une marche, ça fait un son. Il n'y a plus personne qui prend l'escalator. Tout le monde y va de sa petite musique. Certains montent, redescendent, remontent 2 fois. Donc ils font en plus d'exercices physiques. Donc tout est positif. Alors ça peut faire un peu cacophonie s'ils sont très nombreux, mais même quand ils sont très nombreux, ça les amuse de faire ding, 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 ding. Voilà, ils prennent plus l'escalator. Donc on a réussi avec la ludification quelque chose d'intéressant. J'ai pas mis de photo, mais il y a un 3e exemple de ludification que j'aime beaucoup, c'est vous voyez une famille qui se balade dans un parc, un papier dans la main, un papier sale, un papier gras, il y a une poubelle. Avant, on vise la poubelle, si ça tombe dedans, chouette, si ça tombe à côté, d'accord, hein, vous connaissez, c'est comme les développeurs avec le build fail. Oh, j'ai pas vu. Non, non, rien à voir, rien à voir avec ça, bien entendu. Quoique. Donc, la personne jette le papier gras dans la poubelle et ça fait, et on entend. Et là, ils s'arrêtent, ils vont tous voir. Ils regardent dans la poubelle. Ils regardent par terre, ils retrouvent un papier par terre que quelqu'un avait jeté par terre avant, ils le mettent dans la poubelle. Les enfants viennent demander des choses aux parents achetés. La ludification. Il n'y a plus de papier autour de cette poubelle. Il n'y a plus un papier par terre autour de cette poubelle. D'accord ? J'adore ce principe-là. Oui, c'est sérieux. Parce que non seulement on a soit fait faire de l'exercice physique aux gens, soit on se débrouille pour que ça soit plus propre autour de nous, et tout ça en jouant. Comme quoi, si le jeu, c'est pas sérieux... Donc assumons le terme jeu. Assumons ça. Voilà. Alors mes enfants là qui jouent là, ils sont où? Donc on va apprendre effectivement sur tous les aspects. C'est sérieux, c'est dans nos gènes, et c'est un fort stimulant cérébral, donc pas de problème. Et puis après, comme on m'a dit une fois, Monsieur Boutin, vous pouvez jouer, mais vous pourriez aller dans un bureau, il n'y a pas de fenêtre. J'ai dit si vous voulez. Pas de fenêtre sur le couloir, hein, je veux dire. Pas de... Parce que malgré tout, il voulait bien jouer le patron, mais quand même, ça posait un petit souci. Ben, c'est pas grave. Et puis petit à petit, on change les mentalités. Allez, voilà cette idée d'assumer le jeu. N'hésitez pas à faire ça. J'espère vous donner un peu de matière. Allez, vas-y Mario, 7. Bon, c'est pas trop mal, 7. Alors, allons-y. Tu m'emmènes où? Tout à fait par hasard. Allez, on va créer. Alors, un petit mot sur la création. Moi, je m'y suis mis il y a quelques temps. J'essaie de créer des jeux. C'est un exercice qui est très intéressant et très difficile. Et je vais vous donner un petit peu pas la méthode, mais quelques trucs et astuces. Allez, donc d'abord, on va choisir un problème. Très très important, on ne peut pas tout adresser dans un jeu, donc on va choisir un problème. Qu'est-ce que vous voulez adresser comme problème? On est dans l'agilité, est-ce que vous voulez faire passer un message sur les valeurs qui ne sont pas suffisamment prises en compte par l'équipe ou par la société? Est-ce que vous voulez parler plutôt de processus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui coince quelque part? Est-ce que c'est une histoire de pratique? D'accord, il y a pas mal de façons de faire. Donc on va choisir un problème, on va essayer de pas trop en choisir. Une fois qu'on a ce problème, on va quand même chercher à définir des objectifs. Comment je veux faire comprendre aux gens qu'il va falloir se comporter différemment? Quel est le message que je veux faire passer avec le jeu? Donc, quand on a un problème, on va identifier quelques causes racines, parce que le jeu devra justement mettre en visibilité ces causes et faire réfléchir les gens sur cette problématique. Pour moi, la plus grosse difficulté, c'est qu'on veut trop en faire quand on imagine un jeu. On veut qu'il règle trop de choses. Moi, j'ai l'habitude de dire que si on a des jeux qui font déjà 3 objectifs, c'est pas mal, c'est un beau maximum. Il y a des jeux plus complets, hein, mais déjà, soyons simples, faisons passer un message ou deux, c'est très très efficace. On arrive à réduire la durée, parce que après il y a 2 choix, il y a la durée du jeu, j'en ai pas parlé, mais des jeux qui durent 3 ou 4 heures, il faut aussi l'investissement. Un jeu qui dure 1 heure, c'est plus facile de trouver un créneau à ce moment-là. Voilà, donc moi je suis plutôt dans l'idée d'arriver à trouver des jeux plutôt courts. Donc quand même, définir un objectif. Donc un problème, un objectif.
Après, il va falloir imaginer un vecteur. Donc, qu'est-ce que vous voulez créer comme... qu'est-ce que vous voulez utiliser? Est-ce que ça va être de... Ah, pardon, c'est là-bas, ça arrive. Est-ce que c'est quelque chose qui va être marquant sur l'émotionnel? C'est du physique, c'est impactant? Il y a un jeu que j'aime beaucoup qui est très impactant. Il s'appelle 99 Balloons, 99 ballons. C'est un jeu juste pour montrer l'utilité des acceptances critérias. Bon, il y a une session pour débutants après, vous pourrez poser la question pour ceux qui auraient une difficulté avec les acceptances critérias. C'est une façon de définir d'aider à savoir ce que l'utilisateur veut. Donc dans ce jeu, on fait gonfler des ballons, entre autres, les gens font des dessins dessus, etc. Et il y a un moment donné, c'est moi le client, donc je réceptionne les ballons. Et j'ai gardé dans la main un objet pointu. On me livre les ballons et je les éclate tous. Alors, j'ai mes raisons, hein, je ne le fais pas pour le plaisir, quoique j'aime bien ça aussi. Et le bruit des ballons qui éclatent, quand je dis au groupe d'après, allez, livraison, ils sont là avec leurs ballons, ils font non. Il va me les casser, quoi. Et le bruit des ballons est impactant. Et c'est fait pour. D'accord. Donc après, c'est un jeu, on montre l'intérêt de demander à l'utilisateur ce qu'il veut, entre guillemets. Voilà. Moi, j'aime bien choisir ça un petit peu a priori. Qu'est-ce que ça va être comme type de jeu? Voilà. Pareil, choisissez un petit peu ce qui est aspect audience, logistique. Il y a des jeux qui se prêtent bien à 50 personnes, 60 personnes. D'accord, dernièrement, j'ai fait les Vampires de Strasbourg à 60 personnes, c'est excellent. Ouais, pas grand monde sait ce que c'est les Vampires de Strasbourg, mais c'est pas grave, c'est un jeu. C'est un jeu où on se déplace. Voilà, la logistique. Il y a plusieurs, j'ai animé des sessions dans des conférences, les jeux sans matériel. Il y a énormément de jeux sans matériel. Donc c'est très intéressant de les avoir dans sa poche, parce que vous pouvez les sortir à certains moments, et comme il n'y a pas de logistique, c'est assez sympa. Voilà, donc choisissez un petit peu ça, parce que ça va vous aider à structurer votre jeu. Après, là, il va falloir inventer. Inventer, là, ça se décrit pas, j'ai pas de trucs et astuces. Moi, j'aime beaucoup les dictons KISS. Hein. KISS, vous savez ce que ça veut dire. Si vous allez sur Wikipédia, il y a à peu près une vingtaine de définitions de KISS. Il y a la Keep it sweet and simple. Ça, c'est un peu la officielle. Et moi, je préfère une autre qui est Keep it simple, stupid. Parce que les gens ont une nature à faire des choses compliquées. Voilà. Plus le jeu sera simple, plus il sera impactant. Enfin, impactant. Plus le jeu sera simple, plus il sera efficace. Ça, c'est vraiment ma conviction. Voilà. De l'inspiration, du courage et du kiss. Et puis après, en bon agiliste, on va essayer, on va expérimenter, et on va se faire démonter son jeu. Ça fait partie du jeu, si je puis dire. Le tout premier jeu que j'ai créé, qui était le Casino Game, qui sera joué tout à l'heure pour ceux que ça intéresse, et j'avais commencé à faire mon jeu, et puis je cherchais un groupe pour l'expérimenter. J'ai appelé un copain, je lui ai dit, entre midi et 2, il n'y a pas ton équipe qui aimerait bien faire un nouveau jeu? Il m'a dit, entre midi et 2, si tu veux toute l'après-midi. La phrase exacte, c'était on vient de se faire racheter, on ne sait pas ce qu'on a à faire, et toute la semaine, on ne sait pas où on va. Donc, si tu veux, viens jouer avec mon équipe. Donc, je suis venu, ils étaient une quinzaine, ils m'ont démonté le jeu. Mais démonté dans le bon sens du terme, quoi. Vraiment les feedbacks. Vous savez, dans l'agilité, on est beaucoup sur la boucle feedback, etc. On fait quelque chose, on demande du feedback, etc. Le jeu, c'est pareil. On expérimente, on teste souvent, et on vérifie l'atteinte des objectifs. D'accord, hein, en bon agiliste que nous sommes. Voilà. Donc alors, pour créer ce jeu, c'est un peu ma façon de faire, effectivement, qui sont définir un cadre, avoir des objectifs, un problème, inventer, expérimenter. Donc ça fait copie. Ne me demandez pas pourquoi ça fait copie, c'est tout ce que j'ai trouvé pour mémoriser. Non. Voilà, un cadre, un objectif, des problèmes, un problème, inventer, expérimenter. N'oubliez pas d'expérimenter. Et c'est normal que votre jeu ne marche pas la première fois, ou presque, hein, si vous créez un jeu. Soyez bien dans une idée de feedback et d'amélioration. Allez, on va... je ne tiendrai pas le timing, hein, désolé, hein, là c'est foutu. Hein. Avec un 3, je suis pour rien, moi. Un petit mot sur les formations. Alors ça bouge un peu. C'est assez intéressant de voir comment ça évolue en France. Les formations sur les jeux. On n'avait rien il y a encore un an, mais rien, quasiment rien. Alors, on pratiquait des jeux dans les formations. Mais là, je parle des formations sur les jeux. D'accord, hein, c'est pas tout à fait la même chose. Et on a vraiment deux types de choses. Il y a
il y a des jeux qui font le travail, et il y a des jeux pour apprendre. Donc les jeux pour apprendre, aujourd'hui, on les utilise effectivement dans les formations pour alterner théorie et pratique. Et on commence à avoir des petites formations qui sortent, mais c'est pas encore ça. Voilà. Donc si vous voulez apprendre des jeux, c'est assez terrible aujourd'hui, mais le mieux, c'est de venir dans des conférences. Et à Montpellier en particulier cette année, il y a un focus sur le jeu qui est absolument génial, puisqu'ils vous l'ont dit tout à l'heure, il y a à peu près 16 heures de jeu dans toute la conférence, donc c'est vraiment des endroits magiques pour apprendre des jeux, en toute sécurité, en toute confiance, etc. Donc c'est le bon endroit. Et puis après, il y a ce qu'on appelle aussi les jeux pour apprendre, donc c'est des supports à l'apprentissage, et ce qu'on appelle les jeux qui font le travail. Alors, il y a deux types de jeux, et là vous allez trouver tout ce qu'il faut. Alors typiquement, si vous utilisez le poker planning, c'est un jeu, d'accord ? Il y a des règles, il y a un support, c'est des cartes, et c'est un jeu qui fait le travail, puisqu'à la sortie, vous avez estimé vos stories. Voilà. Et tout ce qui est effectivement les innovation games, qui sont tout un tas de jeux, pareil, qui font le travail. Et là, on commence à avoir des choses intéressantes en termes de formation. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller vous renseigner sur le web. Mais pour les petits jeux, il faut prendre son bâton de pèlerin, il n'y a pas d'autre façon de faire. Ou surfer un peu sur le web. Hein. Allez, vas-y Mario, tu m'emmènes où? Pouf, pouf, pouf. On va parler de quoi? On va jouer. Si vous voulez faciliter un jeu, le jeu, ça se prépare. J'ai mis des mousquetons, parce que les gens qui partent en montagne, ils se préparent. Même un petit jeu sans matériel, ça se prépare aussi. Alors vous allez pouvoir vite le mettre en œuvre. Moi, je n'hésite pas à aller presque conditionner les joueurs. Alors, on a des grandes discussions avec d'autres personnes qui pratiquent des jeux, parce qu'ils trouvent que si on conditionne les joueurs, on triche. Parce qu'ils disent oui, mais après tu obtiens les résultats que tu voulais. Moi, je ne suis pas dans cet état d'esprit. Je pense que pour le jeu marche bien, il faut conditionner les joueurs. Quand vous faites un jeu où il y a 1 minute pour faire quelque chose, moi je dois répéter 5 ou 6 fois, et il n'y a qu'1 minute, 60 secondes. Puis peut-être que je dirais 55. Et on les met sur les starting blocks, quoi, les joueurs. Et donc on dit top, ils foncent dedans. Mais c'est exactement voulu. C'est ça qu'on voulait comme effet. Alors oui, c'est de la mise en condition, mais voilà. Pas d'improvisation. Sauf si vous êtes vraiment dans des espaces où on vient tester un nouveau jeu. Ça, vous avez le droit. Et là, on vous pardonnera d'improviser, mais il y a des espaces pour ça. Surtout, par exemple, dans les conférences, dans les open space. Mais on ne fait pas d'improvisation, ça se prépare un jeu. Ça se prépare. Après, on va faciliter tout ça. Faciliter, hein. C'est pas vous qui jouez, c'est eux. C'est eux qui doivent apprendre quelque chose. C'est pas vous. Alors ça ne vous empêche pas de prendre du plaisir et vous éclater, aller voir faire des trucs, d'accord. Mais le jeu, il est pour les joueurs, il n'est pas pour le facilitateur. Ça, j'ai souvent vu aussi l'erreur. Voilà. Vous allez rappeler les règles. N'en dites pas trop. Plus vous allez en dire, ils vont vous poser la question, mais je fais quoi dans tel cas, je fais quoi dans tel cas? Si vous répondez, ils se mettent dans un mode passif. Dès que j'ai une question, je la pose et j'attends la réponse. Le jeu est un jeu justement sur le fonctionnement du cerveau. Faut que ça bouge, faut que ça gamberge, etc. Laissez-les. Donnez des règles quand même. Il y a des règles sur les jeux, ça vous les donnez, mais vous les laissez. Faut pas trop en dire. Un truc indispensable, c'est même indispensable. Ouais, j'allais dire fondamental, mais c'est pareil. On débrief. Le jeu en lui-même ne se suffit pas. Il faut débriefer. Il faut discuter avec les gens, qu'est-ce que vous avez ressenti, qu'est-ce que vous avez fait, etc., 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 qu'est-ce qui s'est passé. Vous allez les aider. Vous savez effectivement où peut-être mettre le doigt pour aider à la réflexion, mais le débriefing fait partie du jeu. D'accord ? Donc le jeu en lui-même ne se suffit pas. Il faut absolument débriefer. Faites une rétrospective, même si vous avez le temps et l'envie, mais au moins un débriefing. Ça, j'ai pris ça parce que c'est 100 fois sur le métier, remets ton ouvrage. Ouais, oui, je trouve des photos bizarres des fois, mais l'idée c'est on répète, et surtout, on va apprendre des joueurs. J'ai vu des facilitateurs qui n'étaient pas contents parce que le jeu ne s'était pas déroulé comme ils avaient prévu. Et alors, c'est un jeu. Forcément, il y a un aléa. Et si, en tant que facilitateur, vous ne vous mettez pas dans cette idée, je vais apprendre des joueurs, que chaque jeu est unique,
Chaque partie, j'aurais pas dû mettre chaque jeu. Chaque partie est unique, plutôt. Restez humble et acceptez d'apprendre. J'ai un jeu que je pratique depuis des années qui s'appelle Artiste et Spécifieur. C'est mon jeu fétiche. Je continue à apprendre des trucs avec ce jeu. Et je l'ai fait 60, 70 fois, quoi. Je sais pas combien, je dois être à plusieurs milliers de personnes qui ont joué à ce jeu avec moi, quoi. Et je continue à apprendre des trucs, à m'en servir pour mettre le doigt sur des comportements que j'avais pas vus avant ou des choses comme ça. Voilà. Restez humble et acceptez d'apprendre. Si vous êtes facilitateur. Je me répète, un facilitateur n'est pas un pilote. Hein. Je ne vais pas vous faire l'explication du Scrum Master, etc. Mais le facilitateur, c'est juste celui qui met l'huile dans les rouages pour que ça se passe bien. C'est les joueurs qui apprennent et c'est les joueurs qui jouent. Voilà. Et apprenez. Acceptez d'apprendre des joueurs. Ouais, je vais être dans le timing. Qui parie que je vais faire 3 ? Ah, quel hasard quand même des fois. Donc voilà, alors on est sur 3, on va arriver au bout, Mario. Il y en a qui regardent les tables rondes maintenant, ils disent, mais c'est quand? C'est maintenant? C'est pas maintenant? Ça arrive? Il y en a un qui est tombé par terre là, qui a été repéré par certains, hein, Olivier? Alors, donc les jeux. Il est temps de distribuer les tables rondes. Je vais vous mettre une petite liste de jeux. Je vais demander à tous ceux qui ont joué à au moins un des jeux de se lever. Voilà la liste. C'est bon, c'est bon. Premier rang, c'est tricher, vous. Non, mais t'as le droit de te lever, c'est bon, restez debout, restez debout. Je t'amènerai celui-là, Claude, je t'amènerai celui-là, t'inquiète. Non, mais ils jouent tout le temps, c'est terrible. On joue ensemble d'ailleurs très souvent, donc bon, bref. Ok, restez debout si vous avez joué à 2 jeux. Il y a les Toblerones qui partent. Hein. Ah bah attendez, bougez plus alors. Restez debout. Non, 3 jeux. Allez, tous ceux qui sont debout ont un Toblerone. Et là j'entends quoi? De la frustration. Parce que c'est une très mauvaise récompense de donner une récompense à ceux qui ont déjà fait plein de jeux. C'est ma qui note, je fais pas le jeu. Je vous ai dit tout à l'heure, même de la frustration, c'est une émotion. Je pense que vous allez vous rappeler de ce petit truc-là aussi. C'est le but des jeux. Donc voilà, après vous pouvez peut-être vous poser des questions. Si vous cherchez des jeux sur le web, il y a plusieurs pistes intéressantes. Il y a un site qui s'appelle Tasty Cupcake, qui est fait par les 2 Mac, on appelle, parce qu'ils s'appellent McDonald's et Mac Gregor. C'est pour ça qu'on dit les 2 Mac, hein, mais c'est eux qui s'appellent comme ça, hein, c'est pas moi qui me serait permis. Voilà, c'est libre de dépôt. Donc vous avez inventé un jeu, vous avez une idée, vous allez sur Tasty Cupcake, vous postez le jeu et n'importe qui peut y accéder. Vous avez des conférences, 2 conférences. Là, c'est moi, j'ai découvert ça en 2011, c'était à Boston, Agile Game, qui était vraiment une expérience inoubliable pour moi. Et du coup, on l'a refait en France, parce que Boston, ça peut être un peu loin, hein, parce que c'est chaque année à Boston. Et on a fait quelque chose qui s'appelle Agile Game France, qu'on a fait au mois de mai à Nantes, et qui devrait se faire en février de l'année prochaine. Pas trop loin d'ici, si tout va bien. C'est pas encore décidé. Mais voilà. C'est vraiment des espaces intéressants. Vous pouvez y aller, même si vous n'avez aucune connaissance sur l'agilité. D'accord? C'est des espaces, ce qu'on appelle les open space. Donc les gens viennent présenter des jeux. Ils disent, moi je vais jouer à ça. Qui a envie de jouer? Il me faut 6 joueurs. Hop. Dès qu'il y en a 6 qui arrivent, on joue.
et c'est parti. Puis les autres, ils jouent à autre chose. Hein. Voilà. C'est des trucs sympas. Et là, vous avez, mais je donnerai la présentation, hein, je pense qu'elles seront postées après. Là, vous avez un groupe assez intéressant, mais qui est en anglais, un Google Groups, qui s'appelle Agile Games, et qui... Il y a beaucoup d'échanges sur ce groupe. C'est assez intéressant de s'abonner et de piocher un petit peu à droite à gauche. Il y a des gens qui posent des questions. Est-ce que vous avez une idée, un jeu pour traiter cette problématique que je rencontre dans ma société? Et là, les gens répondent en disant, tu pourrais essayer ci, tu pourrais essayer ça. Voilà. Ou alors, il n'y a pas d'idée. On n'a jamais vu ça. Ah bon, il faudrait peut-être créer un jeu. Non. Donc, il n'y a pas un gros trafic, hein, donc ça ne vous fait pas trop de spam non plus, mais c'est assez intéressant. Et c'est très intéressant, même. Voilà pour 2-3 petits trucs, 2-3 petites ressources. Je suis dans mon timing, largement. On peut même prendre quelques questions-réponses. Si vous en avez. Bonjour, Véronique Cookie, je suis Scrum Master à ITK. En regardant vos exemples de jeux, en particulier sur l'escalier et puis la bottle box, il y a une chose qui me vient, une réflexion en fait. Je me dis que c'est une course à l'armement en fait. J'ai l'impression, parce que j'ai l'impression qu'au bout d'un certain temps, les gens se lassent si c'est toujours le même jeu. Et donc il faut toujours trouver des choses nouvelles à leur proposer pour que justement il n'y ait pas cette lassitude qui s'installe. Et puis, alors je ne sais pas si ma réflexion est juste ou pas, mais je voulais avoir votre expérience là-dessus. Alors, oui, on ne peut pas refaire 2 fois le même jeu avec les mêmes personnes. D'accord, on n'a pas le même effet. Maintenant, c'est des jeux d'apprentissage pour la plupart. Donc en fait, si l'apprentissage il est acquis à la fin du jeu, il n'y a pas besoin de refaire le jeu à ce moment-là. Maintenant, oui, ça change. Je ne sais pas ce que ça pourrait donner pour effectivement toute la ludification. Je ne sais pas si avec le temps les gens arrêteraient peut-être de mettre malgré tout les bouteilles parce qu'ils ont déjà joué et ça les amuse plus. C'est fort possible. C'est fort possible. Après, pour revenir sur les jeux agiles, enfin les jeux qu'on utilise dans l'agilité, je discutais tout à l'heure encore. Hop, il est où avec Pablo là. On discutait des jeux. En fait, on peut aller piocher des tas de choses, quoi. Il y a en fait des tas de techniques d'atelier, etc. Et parfois, vous pouvez même présenter le même jeu avec 2 leviers d'apprentissage différents. J'ai vu ça, c'était assez intéressant. J'ai fait jouer à Agile Game France, j'ai fait jouer à un jeu qui s'appelle les chaises non musicales, qui est un jeu très sympa avec juste des chaises. Les chaises non musicales, c'est une chaise de plus que le nombre de personnes. À l'inverse des chaises musicales, il y en a une de moins. Et ce jeu, on a joué, moi j'ai expliqué les principes, etc. Et puis on a joué, et puis ils ont perdu. Parce qu'ils jouent contre moi dans ce jeu. Moi, je gagne. C'est quand même un principe de base. Non, bon, la personne qui a joué est allée en Angleterre quelques jours après, une personne que je connais bien. Et dans la formation qu'elle a suivie à Londres, le jeu a été utilisé. Et après, on a débriefé tous les deux. Et elle m'a dit, c'est fou parce qu'ils ont utilisé le jeu, pas pour véhiculer les mêmes concepts. Donc en fait, en changeant le jeu, ils ont changé pas grand-chose. Dans les chaises non musicales, ma façon, les gens se parlent. Et dans la façon dont elle a joué, les gens ne se parlaient pas. Dans les règles, elle avait interdit de parler. Et ça changeait complètement le résultat, et c'est pas du tout le même apprentissage qu'elle voulait mettre en avant. Comme quoi, je pense qu'on a de quoi se renouveler. Malgré tout, si l'apprentissage n'a pas été acquis la première fois, on doit pouvoir trouver un autre jeu qui repasse le même message d'une autre façon. D'accord, donc à multiples facettes en fait. Ouais. Très bien, merci pour votre réponse. Bonjour, Stéphane, développeur à Agisoft. J'aimerais savoir si vous avez un exemple de jeu qui permet d'apprendre aux participants à s'écouter au cours de réunions, par exemple. Un exemple de jeu. Un jeu... Enfin, faciliter en tout cas l'écoute entre C'est pas un jeu, c'est une technique. Il y a le bâton de parole, ça c'est la technique la plus simple. Après, pour que les gens comprennent qu'il est nécessaire de s'écouter, j'en vois pas. J'en trouverai peut-être un d'ici 5 minutes. Faut que je dépile. Non, je pensais à Ewan qui s'appelle Exercice Without a Name. Ils l'ont appelé Ewan. D'accord.
Ouais. Qui est un jeu où justement on fait découvrir aux gens qu'il y a... je crois qu'il n'est pas publié celui-là. C'est la personne qui l'a créé me l'avait envoyé, mais je suis pas sûr. Enfin, faut peut-être le chercher. Et c'est une façon de montrer qu'il y a des problèmes cachés. Il y a des choses, voilà, il y a des choses qu'on voit pas au premier abord. Je me demande si le problème d'écoute on pourrait pas utiliser ce jeu pour après rebondir. Vous voyez, nous, par exemple, moi je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment d'écoute. C'est peut-être un problème caché dont on parle pas. Comment on pourra en parler? Ok. C'est une idée. Ok. Merci. Bonjour François, je suis le dirigeant de la société Mesclado. Je voudrais savoir ce que vous auriez à conseiller quand on est dans un environnement assez cross-européen ou pan-européen, avec quand même des différences culturelles assez marquées. En termes de jeu, Absolument. on peut regrouper les gens quand même ou pas pour les faire jouer? Ou il faut qu'ils jouent en distribué? Ça c'est l'enfer. Hein. Non, sur le même site. Sur le même site quand même. Ouais. Mais culturellement, j'ai pas vu. Moi, alors, quand j'étais chez Yahoo, j'étais responsable de l'international, c'est-à-dire du déploiement de l'agilité en Europe, en Asie, en Inde et en Amérique latine. Donc j'avais un panel assez intéressant de cultures différentes. J'ai pas vu vraiment la plupart des jeux marchaient à peu près partout. Artistes et spécifieurs, ça marche partout. Le seul truc que je raconte toujours en souriant, c'est le poker planning en Corée. J'avais 35 personnes devant moi, je leur explique le poker planning, et puis je leur explique, voilà, vous mettez une carte face cachée, et puis on la retourne tous, et puis après on se challenge, pourquoi t'as mis 20, pourquoi t'as mis 3, etc. Et là j'ai un silence de mort. Déjà il n'y a pas trop de bruit en Corée, hein, mais enfin je sentais que... Alors je me tourne vers mon contact, je lui dis, Sam, j'ai dit une connerie quoi, enfin j'ai fait un truc qu'il fallait pas faire, voilà, j'aurais pu être impoli d'une certaine façon. Il me fait non, enfin, on voit pas. Alors, je m'adresse à la salle, je dis, il y a manifestement un problème, qu'est-ce qui s'est passé? Pas de réponse. Ouais, aidez-moi, faites quelque chose. Il y en a un qui lève la main, ouf, un manager, parce qu'en Corée, il n'y a que les managers qui parlent. Hein. S'il y a des managers et des non-managers, les non-managers vont pas moufter un mot de toute la session. J'étais même à peu près sûr, dans les 35 que j'avais en face de moi, il y en a qui parlaient pas anglais. Hein. Mais ils étaient là. Mais ça, c'est pareil, c'est culturel. Et là, la personne qui lève la main qui me fait « Alex, it's incorrect to challenge ». Oh nom de Dieu, c'était ça. Déjà, je les avais fait voter ensemble. D'accord? Il était hors de question qu'on puisse en discuter pour que quelqu'un puisse avoir tort. Enfin, ou que ça puisse donner l'impression que quelqu'un avait tort. Donc, c'est le seul endroit au monde où le poker planning, je fais la moyenne. D'accord? Le truc à pas faire. Sauf en Corée. Enfin, moi, c'était ma seule solution. J'ai pas trouvé d'autres pistes. Alors, ça, c'est un jeu qui fait le travail, le poker planning, c'est pas un jeu d'apprentissage. Voilà. À part ce genre de choses, non, j'ai pas vraiment vu. J'ai fait jouer des jeux, des Asiatiques, des Indiens, des jeux où on se déplaçait, des jeux où on se déplaçait pas, des jeux de plateau, des jeux avec des dés. J'ai pas vu de soucis. Sur les jeux, il y a, de mon expérience, tous les 20 joueurs, il y a un joueur qui joue pas. Voilà. Il y en a qui n'aiment pas jouer. Donc j'en ai un sur des ateliers d'Innovation Game. Il s'est assis et pendant 3 heures, il avait les bras le long du corps. Il était hors de question qu'il touche le moindre matériel qui était sur la table. Le reste de l'équipe a bricolé, mais lui, les bras le long du corps pendant 3 heures. Manifestement, c'était pas son truc. Mais c'est un. Dans cette place-là, ils étaient 30 à jouer. Et il y en avait un sur les 30. Bon, voilà. Donc c'est peut-être plutôt ça qu'on peut rencontrer. Mais moi, voilà, au niveau culturel, j'ai pas vu de gros. Enfin, après, je ne signerai pas avec mon sang qu'il n'y en a pas, hein, parce que il y a tellement de cultures différentes, mais j'ai pas vu de soucis, à titre perso. Et en fait, tout à l'heure, tu parlais de véhiculer des concepts en fait à travers les jeux. Et je voulais savoir si ça t'est déjà arrivé qu'un jeu t'échappe complètement. C'est-à-dire que les gens sont repartis avec un enseignement qui était complètement différent de celui prévu à la base ou Oui. voire complètement opposé. Et Oui. qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Alors, en général, moi, ce que je fais, c'est que j'explique ce qui aurait dû se passer. Et le débriefing est encore plus riche. J'ai dit, normalement, vous auriez pas dû arriver à ça. Vous y êtes. Il
Il y a un petit jeu tout simple qui se fait avec les dés, qui est un jeu sur plutôt du lean, qui est un jeu sur la variabilité. Vous donnez des allumettes, vous mettez les gens en ligne, et puis quelqu'un lance un dé à 6 faces, et puis s'il fait 5, il donne 5 allumettes au suivant. S'il fait 3, il en donne 3, et puis on met 10 allumettes, 10 allumettes au départ, et on regarde en combien de cycles les 10 allumettes passent jusqu'au bout. Sachant que si on fait 5 et qu'on n'a qu'une allumette devant soi, on n'en passe qu'une. C'est une notion de la variabilité. L'idée de ce jeu, c'est de montrer que tant que vous n'avez pas réduit la variabilité de votre système, ça ne sert à rien d'essayer de l'améliorer. Parce que c'est pas sûr que l'action d'amélioration, en fait, elle soit efficace. Il y a tellement d'aléas. Vous pensez que l'action d'amélioration elle est bonne, mais en fait c'est comme si vous avez tiré 6, alors que... Voilà, donc le dé fait 3,5 en moyenne, de 1 à 6. Donc on calcule que, comme il y a 10 allumettes, il faudrait 3 cycles pour passer les allumettes. D'accord ? 3 cycles complets de chaque personne, puisque 3 fois 3,5, d'accord, hein, ça fait un peu plus de 10. Voilà, sauf quand ils font tous des 6. Ça m'est arrivé plusieurs fois, et là on fait « Ah, donc, comment... Mais ce qui est génial, c'est qu'ils en sont conscients. Ils le savent qu'ils ont fait que des 6 ou des 5, hein, c'est à peu près pareil, quoi. Mais voilà. L'issue du jeu lui-même est assez aléatoire, en fait. Donc c'est un peu dangereux comme Alors ça dépend des jeux. Enfin, celui-là en particulier. Ouais, celui-là. Mais celui-là, on le récupère, il n'y a pas de souci. Après, c'est... Quand j'avais fait... Moi, j'essaie d'enlever l'aléatoire de plus en plus dans mes jeux. Quand je fais... Le casino game, les fiches arrivent dans un ordre et toujours le même. J'ai créé aussi le Big Payoff avec un copain néerlandais là, et il y avait des cartes aléatoires qui sortaient. Et on a mis les cartes dans un ordre. On a cassé l'aléa en fait, parce que sinon on avait vraiment du mal dans certaines situations à exploiter le résultat du jeu. Donc c'est plus il y a d'aléas, plus il y a de risques. Maintenant tous les jeux n'ont pas d'aléas. Oui, bonjour, Hubert Nouriga, BSD Concept. Vous parliez de 2 familles de jeux, les jeux pour apprendre et les jeux pour faire le travail. Ouais. Et vous avez essentiellement donné des exemples de jeux pour apprendre. En termes de jeux pour le travail, quel type de travail on peut faire par le jeu et qu'est-ce qu'il y a d'autre, à part le planning poker, en fin de compte, qu'on pourrait faire? J'ai parlé rapidement, c'était dans la ligne qui était effacée, mais des innovation games, qui sont vraiment tout un lot de jeux très très intéressants, qui sont des jeux soit pour l'innovation, des jeux pour prioriser, des jeux pour donc innovation au sens de créativité, et puis des jeux pour prioriser, pour définir un périmètre de version, pour faire des choses comme ça. Donc c'est un jeu dans le sens on joue avec du papier, des crayons, etc. Il y a un certain nombre de règles. C'est peut-être moins ludique, pur ludique, lancer des dés ou des machins, enfin bon, bref, mais ça reste un jeu pour moi, et c'est des jeux qui font le travail. Voilà, à ma connaissance, j'ai que ces deux-là. Enfin, le poker planning ou tous les trucs de planning, hein, le magic planning, je ne sais pas si vous connaissez le magic planning, c'est absolument fabuleux. Personne n'a joué au magic planning. Magic planning, vous mettez les nombres de la suite de Fibonacci par terre, vous prenez les stories dans la main, vous baladez et vous jetez les stories sur les nombres. Bon, vous pouvez faire ça aussi sur une table avec des cadrans et les poser, mais c'est moins cool. Moi, j'aime bien le côté des... Non, mais ça s'appelle un magic poker. Un magic poker. Bon, c'est du poker planning, c'est une autre façon de faire. Non, mais me regarde pas comme ça existe, hein, Fabrice. Hein. Il y a des mecs qui jettent des trucs par terre. Hein. Bon, je pense qu'on va arrêter parce qu'on va entamer trop. Merci beaucoup.